Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo de réaction à un trailer, cette fois-ci à une série télé, un peu comme avec Loki. Il y a certaines séries que j'ai envie de mettre un petit peu en avant, et celle-ci j'ai vraiment envie de la mettre en avant, c'est la série Fondation, basée sur les romans, la saga même de romans, de Isaac Asimov, un des grands pontes de la SF, qui a créé plusieurs sagas très connues, notamment la saga Fondation et Empire, et la saga des robots notamment, qui se rejoignent à certains moments. Fondation, c'est une série de romans que j'avais commencé à lire quand j'étais plus jeune. J'avais lu notamment Prélude à Fondation et Première Fondation. C'est un roman qui est particulier à adapter, et c'est pour ça que je suis assez curieux de ce que va donner la série, c'est que, si ce n'est dans Prélude à Fondation, qui est presque un script de film, avec une histoire très linéaire, le reste fait des sauts dans le temps assez énormes. Tout le principe, c'est qu'un mec a créé une formule mathématique qui permet, en accumulant suffisamment de données, de prédire le pourcentage de probabilité de l'avenir, et donc d'essayer d'agir dessus pour l'amener là où on en a envie. Et l'une de ses prédictions, c'est que l'Empire qui existe quand il est en train de développer cette formule, va finir par s'effondrer à un moment ou à un autre, et que si on veut limiter les dégâts et la casse avec tout ce qui risque de nous tomber sur la gueule, il faudrait qu'on essaye de suivre ses prédictions à lui. Mais bien entendu, il y a des gens qui sont contre, etc., etc. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas des souvenirs très précis de Fondation tout court. Je crois me souvenir qu'il y a tout un truc où en fait il a installé une sorte d'hologramme dans une caverne et il faut y aller tous les je sais pas combien de centenaires ou millénaires pour aller voir sa nouvelle prédiction et savoir est-ce qu'on en est bien arrivé là où il avait prévu à la base, etc. Il me semble que c'était comme ça que ça fonctionnait. Je sais pas du coup sur quoi se base cette série. Est-ce qu'elle inclut Prélude à Fondation ou est-ce qu'on va démarrer directement dans Fondation? La première bande-annonce donnait l'impression que sa théorie avait déjà été terminée, qu'elle était prête à être utilisée, donc peut-être qu'on partirait plus dans Fondation, mais peut-être que c'est le prélude. Je sais pas trop. Mais du coup la question c'est comment est-ce qu'on va faire avec une série qui, grosso modo, à chaque épisode, change d'époque, change de personnage, etc., etc. Ce qui est pas comme une série anthologie classique, une série où on raconte plein d'histoires différentes dans le même truc, genre, j'ai vu il y a pas longtemps la série adaptée de Philip K. Dick, Electric Dreams, qui est adaptée de tout un tas de nouvelles de Philip K. Dick qui sont devenues qu'ils ont fait en série, et chaque épisode présente un nouveau contexte, des nouveaux personnages, un nouveau futur imaginé, utopique, dystopique, etc., plus souvent dystopique. Mais là, du coup, tu sais que chaque épisode n'est pas lié entre l'un avec l'autre. Là, pour le coup, c'est vraiment une histoire qui se poursuit, mais où on change de personnage à chaque épisode. Donc c'est peut-être un peu bizarre, c'est peut-être aussi pas si dérangeant que ça niveau budget, parce que du coup, les acteurs doivent sans doute pas demander grand-chose, c'est quand même un gros caméo, on va dire, sur un épisode. Mais du coup, je sais pas trop comment est-ce que ça va être lié, et j'ai l'impression qu'ils ont créé un autre personnage, qui est la jeune femme noire qu'on a vue dans le premier teaser, qui pourrait être le fil conducteur, le lien entre toutes ces différentes époques. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'elle se fait cryogéniser, est-ce que c'est une robot, est-ce que c'est quoi que ce soit, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais la série a l'air plutôt cool. Et c'est une série assez audacieuse de la part de Apple, qui a récemment lancé son service Apple TV+, avec leur propre programme. Ils ont longtemps eu iTunes, qui permettait de louer des films, mais là du coup ils créent leur propre programme également. Ils ont l'une des séries qu'ils ont fait les plus connues, c'était The Servant, qui était en partie produit et réalisé par M. Night Shyamalan. Mais je vous avoue que j'ai pas été très fan de la série. Je trouvais que j'étais assez déçu finalement quand on arrivait à la fin de la saison par rapport à tout le mystère qu'ils avaient créé autour du truc. Je me suis dit oh, c'est quand même assez basique du coup finalement. J'ai jamais vu la saison 2 pour le coup, faudrait que je la voie peut-être un de ces quatre, mais ça m'avait pas spécialement marqué. Donc c'est grosso modo la première série qui passe sur Apple TV+, qui m'intéresse vraiment, et donc j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Petite anecdote, j'avais déjà fait une réaction au premier teaser, et le truc c'est qu'en fait je me suis retrouvé à chaque scène à expliquer pourquoi est-ce que ça aurait pu être meilleur en film, et comment est-ce que les budgets faisaient que certains décors étaient plus réduits, etc. Au final, j'ai pas sorti la vidéo parce que j'ai eu l'impression que j'étais en train de démolir la série pendant 30 minutes. Donc j'espère que je vais pouvoir faire des critiques un peu plus sympas dans les analyses d'images du coup cette fois-ci. Mais je sais pas du tout ce que ça peut donner, donc on va voir ça. Mais alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se passer les deux à la suite. Comme ça, alors moi j'ai déjà vu le premier teaser, mais vous, du coup, vous pourrez découvrir ce que vous ne connaissez pas du lore, de l'histoire, etc. Et puis on pourra ajouter le deuxième teaser à la suite, et puis j'analyserai les images qui me paraissent les plus intéressantes dans les deux teasers. Allons-y du coup pour le premier teaser. Déjà ça avait un petit peu de gueule quand même, cette énorme colonne SF. They're going to arrest me tomorrow. And you. It's almost a certainty. Comme j'ai dit, prévenir l'avenir Yes. Avec la psychohistoire, donc, avec un certain potentiel de probabilité. La musique est géniale.
worried people believe I can. And they don't like the future I predict. The Empire will fall. Order will vanish. There's massive events rushing to meet us. Only we can shorten the darkness. Je me rappelle plus qu'il y avait des aliens dans Fondation. J'ai peut-être pas vu assez loin. Cette image de fin, ça me fait toujours énormément penser à L'Incal, qui était aussi une bande dessinée française faite par Mobius, il me semble, qui avait John D. Fool comme héros, qui devait retrouver un artefact qui s'appelle L'Incal. C'était une des sources d'inspiration de Luc Besson pour le 5e élément. Et ça ressemblait à un gros triangle, deux triangles emboîtés ou un triangle inversé, je sais plus trop quoi. Donc du coup, cette structure un peu en triangle sur lequel ils avancent, ça m'avait un peu pensé à ça du coup. Allons-y pour le nouveau trailer de... le teaser de... Ah, on va pas avoir d'histoire encore une fois. De Foundation. Ça avait de la gueule déjà. You can't be here. You know that. I can't be the first one who wanted to see my youngest self. Strange. Watching yourself being born. Pas mal déjà. Le concept de A genetic dynasty has reigned for almost 4 centuries. The might of the Imperium has brought peace to thousands of worlds. But the beliefs of one man now threaten the Empire's very existence. I'm not a revolutionary. His calculations are correct. The Empire is dying. Order will vanish. Wars will be endless. Only we can shorten the darkness. The man has amassed a following. People who hinge their hopes on every word Selden utters. Words have a way of fanning into wildfires. You can't save yourselves. But you can save your legacy. Ça a de la gueule. Oh, ça y est, une date de sortie. Fin septembre. Très bien, très bien. C'est chiant les dates américaines inversées. Non, ça a de la gueule, putain. Ça avait déjà de la gueule dans le premier teaser, mais alors... ça a aussi de la gueule dans celui-là, quoi. C'est assez ouf. Je me rappelais plus du tout de cette histoire que l'empereur, en fait, c'est le même mec reproduit génétiquement, et je crois, si je ne m'abuse, qu'en fait, c'est lui-même à 3 âges différents qui dirige, en fait. Il y a son lui plus jeune, son lui adulte et son lui vieux, et du coup, on essaye de réunir la sagesse du vieux, le côté déterminé du moyen, et puis on va dire la pureté d'esprit du plus jeune, mais il a pas l'air très pur d'esprit. Mais j'aimais bien du coup cette espèce de truc vachement une évolution assez intéressante et très propre à la science-fiction du concept de monarchie de sang par exemple, royale, etc. C'est là pour le coup, c'est même pas juste les enfants, c'est le même mec qu'on réincarne, qu'on reproduit génétiquement et qui du coup fait toujours la même, peut maintenir la même politique pendant plusieurs années. C'est quand même quelque chose d'assez ouf au niveau concept. J'adore les trucs de Asimov à ce niveau-là. On peut voir que quand même visuellement c'est plutôt ultra bien foutu. Un peu comme Hulu, ils ont récupéré le ratio 2-0, donc une sorte d'entre-deux entre le 16/9 et le 2/30, 5 ou 9, ça dépend des fois, peut-être même plus large des fois quand on a des ratios plus larges, qui permet du coup de faire une image qui fasse un petit peu cinématographique, sans être complètement en scope, qui nécessite des lentilles et des focales plus larges, qui nécessite d'avoir de plus grands décors, parce que du coup comme le champ de vision est plus large en 2/35, parce que sinon tout a l'air trop tassé si ça n'a pas l'air large, pour qu'on puisse du coup cadrer plus large, il faut des décors plus larges, il faut des effets spéciaux qui sont plus larges, etc. Et donc du coup ça coûte plus cher. Le 2.0, ça va mettre entre les deux, mais honnêtement, à mon sens, à ce niveau-là, ça sert même plus à quelque chose de faire un ratio large, entre guillemets, parce que c'est tellement proche du 16/9, t'as l'impression que c'est un 16/9 qui a été mal découpé,
Et ça fait malgré tout des bandes noires un peu trop épaisses pour la population qui déteste avoir des bandes noires sur son écran. Donc je suis même pas sûr que ça sert vraiment à quelque chose. Mais c'est vrai que du coup, ça aide un tout petit peu le truc à avoir un petit peu plus de gueule. On a vu beaucoup plus de plans à effets spéciaux et il y aura quand même vachement de plans à effets spéciaux étant donné tout le nombre d'environnements, d'objets spéciaux qui sont à créer et tout pour donner vie à cet univers-là. Vous voyez que ça va être assez ouf a priori. Et donc on va pouvoir revenir sur quelques images. Je vais revenir d'abord sur le premier teaser et puis ensuite sur le deuxième teaser. Donc déjà cette plongée assez impressionnante sur cette espèce de pilier, pylône, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, je sais pas à quoi ça sert, si c'est des habitations, si c'est un truc militaire, si c'est juste un espèce d'ascenseur spatial ou je sais pas trop quoi. Ça rend quelque chose d'extrêmement impressionnant sans avoir à faire grand chose non plus niveau effets spéciaux, hein. C'est juste une colonne en 3D avec une petite plongée avec la caméra, puis trouver un endroit où foutre la terre derrière avec un peu de soleil sur le côté pour je sais pas, pour habiller le cadre, on va dire. Mais c'est vrai que du coup, ça rend quand même quelque chose d'assez grandiose, d'assez impressionnant, sans avoir à coûter trop cher non plus. C'est quelque chose qui est intéressant dans cette économie de série. C'est trouver moyen de faire quelque chose qui a un petit peu de gueule, tout en restant sur un budget de série qui, grosso modo, a le même budget qu'un seul film, mais à répartir sur 7 ou 8 heures de programme, quoi. Là, on a un très beau plan silhouette de dos, ce qui sous-entend que le personnage va probablement être en gros trouble intérieur, qui va être confronté à une décision particulièrement compliquée. Elle observe au loin, du coup, la planète avec tous les humains qui vivent dedans, et elle se dit, il y a tout un tas de problèmes à régler, il va leur arriver potentiellement des choses compliquées, etc. Enfin, où elle-même doit du coup gérer sa propre décision d'aller chercher le mec qui a fait la psychohistoire ou pas. À nouveau, un plan qui rend plutôt pas mal, qui est plutôt esthétique et qui a quand même pas mal de sens, c'est quand même chargé de pas mal de sens, donc c'est plutôt intéressant. En série télé, c'est plus compliqué d'avoir des plans qui ont du sens, c'est plus couramment des plans qui sont juste technique, il faut filmer ce qu'il faut d'une façon qui rende assez visible et assez lisible correctement. Réussir à faire des plans qui vraiment ont un sens au niveau de la mise en scène par rapport aux troubles intérieurs et aux troubles psychologiques des personnages, c'est un petit peu plus complexe. Donc c'est bien quand il y a des séries qui arrivent à le faire. Alors ça, typiquement, ce genre de haul, ils ont fait des recherches sympas sans doute pour réussir à trouver un décor intéressant. Ça doit être une bibliothèque quelconque, qui sont peut-être habillés avec toutes les statues sur les côtés là. C'est les statues de l'empereur, étant donné qu'il a toujours la même gueule, ça doit toujours être la même qui font dans 10 000 exemplaires. Mais ça, typiquement, c'est le genre de décor, on serait dans un film, le décor serait 3 fois plus grand. Le couloir serait 3 fois plus long, il y aurait plus de têtes sur les côtés, peut-être que l'espace, le hall serait même plus large, mais c'est pas forcément nécessaire. Typiquement, c'est le genre de plan où tu vois que il y a quand même quelque chose en moins quand c'est une série et pas un film. Il y a des délires qui peuvent pas trop se permettre non plus, quoi. Donc là, l'opposition assez classique, j'explique encore une fois, en fonction de l'intensité de la lumière, elle va avoir une teinte différente. Quand on fait la balance des blancs sur une caméra, on choisit une température de couleur précise qu'on va utiliser comme le blanc. Et du coup, toute source de lumière qui est moins intense va donner une lumière plus orangée, plus chaude, et toute source de lumière qui est plus forte et plus intense va donner une lumière plus froide, plus bleu. C'est une petite gymnastique du coup à prendre en compte, mais c'est pour ça en fait qu'on oppose aussi régulièrement des teintes bleutées et des teintes jaunâtres. C'est parce que c'est naturellement le spectre que prend la lumière blanche entre guillemets en fonction de l'intensité de la source qui émet la lumière. Donc c'est pas juste parce que c'est esthétique, c'est pas juste parce qu'on aime bien. Au contraire, on aime bien ça parce que c'est quelque chose de naturel. Il est assez naturel d'opposer des couleurs bleutées et orangées, notamment par exemple pour une nuit. La nuit, dans les films par exemple, mais même en général, c'est de la teinte un petit peu bleutée et du coup toutes les lumières artificielles paraissent vachement jaunes. Après, ça dépend de la nature de la lumière. Maintenant qu'on est passé au LED et aux différentes ampoules, on n'est plus trop à incandescence. C'est plus compliqué d'avoir ce genre d'opposition, mais c'est une opposition de lumière qui est plutôt naturelle. Et là, du coup, ça permet de travailler une ambiance qui est assez froide généralement parce qu'il est sans doute en prison, et un éclairage ou dans une cachette ou dans ce genre-là, et un éclairage qui est un peu plus chaud sur son visage parce que c'est un personnage du coup positif. Et en même temps, la lumière jaune ne le fera pas de plein fouet non plus pour pas être trop fat et trop plate. Ils la mettent un peu sur le côté pour que ça aide à dessiner un peu les contours de son visage, les reliefs, etc. Et puis sans doute parce qu'il est dans une situation qui est pas forcément très bonne, donc du coup il y a quelque chose d'un petit peu sombre quand même dans cette situation, et on veut le retranscrire avec une partie de son visage qui est un petit peu dans l'ombre. Mais c'est un personnage qui est fondamentalement positif, ce mec. Ici c'est marrant, je sais pas si c'est la même scène parce que on n'a pas vraiment la même teinte de lumière, c'est plus verdâtre derrière elle, même si elle aussi ce rehaussement un petit peu jaunâtre sur le visage. En tout cas, on est encore une fois dans une situation assez sombre, donc là aussi, il travaille plutôt d'une semi-pénombre. Et puis, j'arrive pas à voir s'il y a quelqu'un à côté d'elle dans un costume ou si c'est une ouverture. Je crois que c'est un mec en costume qui est debout derrière elle. Et ça met du coup un petit peu la sensation d'enfermement. Il y a toujours quelqu'un derrière elle. Peut-être qu'elle est là contre son gré, je sais pas.
ou que c'est le mec est juste là pour surveiller. Bon là c'est un très joli plan, très probablement un plan beaucoup truqué, je sais pas jusqu'à quel point, est-ce que c'est juste une petite piscine d'eau qu'ils ont eu dans un studio ou est-ce qu'ils ont vraiment été tourner ça quelque part, mais c'est intéressant d'y intégrer le reflet de l'anneau qui se reflète du coup sur l'eau, ça fait une image qui est du coup assez étrange, assez féerique et extraterrestre. On a cette teinte déjà un peu bleu-vert qui est pas très habituelle, avec du coup ce orange qui débarque avec les anneaux de la planète au-dessus là qui est vachement sympa, et du coup les anneaux projettent de la lumière en réfléchissant la lumière, et donc un peu comme la lune qui se réfléchirait sur la surface de l'eau. Et puis le bateau est presque en silhouette, en même temps ils sont avec des capuches, donc ils travaillent un peu le fait d'être un peu méconnaissable et d'être juste une forme comme ça. Mais c'est vrai que pour le coup le plan rend super bien et ça fait quelque chose de très intéressant. C'est marrant, du coup ce personnage a l'air d'être souvent entouré de vert, je sais pas ce que ça veut dire spécifiquement, mais c'est une couleur qui est vachement souvent présente autour d'elle. Là où le professeur est entouré de bleu dans le plan précédent, là elle est entourée de vert, et là encore elle est entourée de vert. Ça fait presque comme si elle avait une tenue en feuilles, vous savez, en grosses feuilles d'arbre, en tout dans ce genre là, mais c'est probablement plutôt du plastique ou un truc. Mais c'est vrai que le vert entoure beaucoup ce personnage, je sais pas trop pourquoi. Là du coup une astuce pour rendre un vaisseau qui serait de taille relativement banale dans un film, si vous prenez par exemple un truc comme Thor Ragnarok, la plupart des vaisseaux ont cette taille-là par exemple, pour du coup lui donner un sentiment plus imposant, plus impressionnant. Ce qu'ils font, c'est simplement qu'ils le font sortir du cadre. Le fait d'avoir un élément qui sort du cadre, ça donne l'impression que, en fait, on peut jamais reculer suffisamment pour le cadre en entier et que le truc est vraiment très large et très impressionnant. Le fait de déborder du cadre, c'est une technique qui est très souvent utilisée pour rendre la grandiose, le grandeur, la grandiose, le grandeur, la grandiose, le grandeur, surtout quand elle est vraiment très impressionnante, quoi. Quand elle domine absolument et quand on veut vraiment faire sentir une différence d'échelle. Et on voit du coup un rapport d'échelle avec les humains qui sont juste à côté, mais encore, ils sont pas si petits que ça par rapport à ce vaisseau, même s'ils montrent quand même que le truc est assez mastoc. Ils sont pas si petits et si minuscules non plus. Et là encore une fois un beau plan très bien composé et très centré. On a encore une fois un travail de teinte bleutée, un peu bleu-vert, et puis le orangé du coup, l'inverse pour vous, bleu-vert ici et orangé de ce côté-là avec les anneaux, mais surtout la barque qui est vraiment pile poil centrée dans le cadre, elle qui est pile au milieu, et puis les deux personnes qui sont sur le côté, à deux distances différentes pour pas non plus qu'elles aient l'air d'être, que ça a l'air d'être trop symétrique et trop artificiel. Là, même commentaire qu'avec le hall dans le plan précédent, si on était dans un film, il y aurait 10 fois plus de personnages dans ce couloir, quoi. Prenez un film comme par exemple Jupiter Ascending, qui a fait des scènes de cérémonie comme ça, assez ouf. Le couloir est gigantesque, il y a des rangées qui s'étendent à des kilomètres, et tout ça d'ailleurs est beaucoup inspiré des plans qu'il y a eu à la fin par exemple de Star Wars épisode 4, avec toutes les rangées de rebelles qui venaient du coup féliciter Luke. Ce plan étant lui-même inspiré du triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl, donc la chargée de propagande de Hitler, qui avait elle-même fait ce genre de plan dans les différentes manifestations nazies qui avaient lieu, qui mettaient en place énormément de gens, qui faisaient des grandes figures visibles depuis de grandes hauteurs, et de ces grands alignements de personnes parfaitement rangées en randonnion, c'est vrai que c'était quelque chose qui imposait au niveau puissance et pouvoir, quoi. Naturellement, c'est quelque chose qui montre la puissance et le pouvoir. Là, pour le coup, on sent que c'est un petit peu limité par le budget série télé. Pour un empire qui est là depuis des millénaires et tout, tu te dis, ouais, vous avez pas fait des trucs si grands que ça, finalement, pendant tout ce temps. Mais bon, c'est une série télé, c'est normal. Il faut faire avec. La tenue d'empereur, elle fait un peu Power Ranger. peut-être mieux faire à ce niveau-là. Par contre, les tenues de toutes les personnes qui sont en attente, là, je sais pas ce que c'est, les servants, plutôt intéressant pour le coup. Il y a une distinction homme-femme, c'est ça? C'est pour ça qu'ils ont des costumes différents, je crois. Sur ces deux plans-là également, à nouveau, travail des teintes bleues et orangées très opposées, mais là pour le coup on voit qu'il y a une bien plus forte dominance de bleu, notamment parce qu'on est à l'aube, j'ai l'impression. Le jour a l'air de se lever à peine au loin. Ce qui fait donc une ambiance particulièrement jolie avec le bleuté quand on est face à elle, et quand on est dans son dos, on a une silhouette qui est du coup assez intéressante, avec quelques éclaircies d'orange qui arrivent dans le fond derrière les nuages. Et ce que Star Wars n'a jamais réussi à faire depuis des années, simplement poser une lune avec une proportion un peu particulière dans un coin du ciel, ou un truc dans ce genre-là. Là, il y en a deux, il y en a une petite ici, puis il y en a, inversé pour vous, il y en a une petite ici, puis il y en a une grosse là. Voilà, il suffit de pas grand-chose finalement pour faire un monde qui fasse vraiment extraterrestre. Monsieur Disney. Là, c'est intéressant, le château qui est derrière cette dame, on le voit une fois dans ce teaser et une fois dans le deuxième teaser. Il est toujours dans des circonstances qui permettent de le voir sans le voir. C'est-à-dire que là, il remplit absolument tout le cadre derrière elle, mais il est entièrement dans le flou. La profondeur de champ est limitée uniquement au personnage,
Et du coup, ça fait que t'as pas besoin de faire des rendus qui sont trop précis et qui durent trop longtemps pour faire ce plan-là, parce que bah, tu vas le mettre dans le flou, donc tu peux faire juste un rendu de surface et ensuite appliquer un filtre pour rendre le tout flou et lui donner une forme de bokeh particulière, etc. Et dans l'autre teaser, il est filmé de nuit, ce palais. Donc du coup, là aussi, t'as pas besoin de faire des rendus qui soient trop gourmands en ressources, puisque les 3/4 de décor sont dans le noir. Donc encore une fois, moyen de faire des petites économies de bout de ficelle sur des décors et sur différents plans truqués notamment, dans une série télé qu'on n'aurait pas à faire en film. Premier plan avec une ambiance qui est complètement blanche, où il n'y a pas de teinte particulière mise sur quoi que ce soit. Ça, c'est ce qu'on appelle la balance des blancs, quand tu ne vas pas tirer vers un truc ou sur l'autre. On pourrait tout à fait avoir une teinte plus bleutée ou plus jaunâtre sur ce plan-là. Il suffit de faire la balance des blancs différemment au niveau de la température de couleur, mais ils ne l'ont pas fait. Bon là, c'est le troisième plan avec le même truc, donc on va peut-être arrêter de parler des réflexions dans l'eau et tout le bordel. C'est intéressant d'avoir un plan assez large avec un véhicule qui s'en va assez loin du coup dans le champ. Parce que là aussi c'est quelque chose qui donne un sentiment de grandiose, on a l'impression qu'on a filmé une énorme étendue d'océan, alors que c'est probablement entièrement en 3D, même comme truc. Ça donne le sentiment d'un environnement large, et un environnement large donne le sentiment qu'il y a du pognon dans ton film. Même si c'est un désert par exemple, le fait que ce soit très large donne l'impression qu'il y a du pognon dans ton film, ne serait-ce que parce que inconsciemment on sent que pour aller tourner dans des zones comme ça, ce serait compliqué. Alors là, c'est sans doute des effets spéciaux, mais genre tourner dans un désert, on sait que c'est compliqué de ramener des équipes dans un désert, etc., etc. Donc sans doute que ça doit influer au niveau du subconscient quelque part, quoi. Mais rien que le fait d'avoir un grand panorama fait que ça fait forcément des plans qui ont quelque chose de plus impressionnant naturellement. Là, c'est un peu la même chose, hein. Je vous ai parlé du plan sur le château. Ce plan-là qui doit montrer pas mal de destruction et pas mal de trucs dans ce genre-là, ils l'ont finalement fait assez flou, parce que, bah, encore une fois, si tout est flou, il y a beaucoup moins à se faire chier à faire des rendus extrêmement détaillés. Tu peux, à la limite, corriger ça avec de la 2D, avec des petites astuces dans ce genre-là. Et là, ils ont associé les deux, ils ont associé le flou et une très faible luminosité, parce qu'on est de nuit probablement. Deux éléments en même temps qui permettent de faire une scène de ce genre-là, en espérant que ça coûte le moins cher possible, par rapport à s'il le faisait en plein jour et s'il fallait montrer tous les détails, par exemple. Là, typiquement, ce genre de plan avec beaucoup de foule, on ferait un film, on l'aurait filmé de beaucoup plus haut, et on aurait fait un truc encore beaucoup plus large. Peut-être qu'il y aura un plan encore plus haut dans la série, mais a priori, on aurait vraiment fait ça de beaucoup plus haut, avec beaucoup plus de figurants. Là, je pense que un seul côté du truc montre le vrai nombre de figurants. C'est-à-dire que ils ont pris tous les figurants que vous voyez là pour tourner le truc du dessus, et puis ensuite ils les ont déplacés pour se foutre en bas et se mélanger un petit peu. Et ils leur ont fait tourner la scène en bas. Et je pense que sur un film, on aurait eu vraiment toute la foule qu'on voit là en tant que nombre de figurants réels de la scène. Et on aurait fait un plan beaucoup plus large où ils auraient donc rempli 2 fois plus d'espace en haut, et ensuite on les aurait mis en bas. Si on n'a pas directement rempli tout le truc, mais les figurants ça coûte cher au bout d'un moment quand même. Si c'est juste pour une petite foule comme ça, on va essayer de s'arranger avec différents trucs. Pour un film qui a peu de budget, on aurait à nouveau fait le plan plus large, avec la même petite quantité de foule et de figurants, et puis on les aurait mis à 3 ou 4 zones différentes, sur 3 ou 4 carrés au sol, quoi, on va dire, dans lesquels les répartir, et ensuite mélanger les 3 carrés du dessus, les 3 carrés du dessous. Dans un film, on aurait de toute façon les moyens de faire des effets spéciaux plus laborieux et qui coûtent plus cher. Donc si on veut reproduire la même foule avec les mêmes personnages 3-4 fois d'affilée, on peut se le permettre, quoi. On peut faire un plan qui va durer plus longtemps parce qu'il faut non pas juste coller le dessus et le dessous, mais qu'il faut coller 3-4 fois le dessus et 3-4 fois le dessous. Mais on aurait pu s'en permettre plus avec un film. Malgré tout, ça a quand même pas mal de gueule, notamment avec le gros sigle qui est au milieu et tout, qui fait un rappel de couleur intéressant du coup dans tout ça. Ça attire le regard, et intéressant qu'ils aient travaillé à ce point la lumière plongeante. Vous voyez que du coup les ombres sont très étirées, et que un côté de la foule arrive quasi à atteindre le deuxième. C'est aussi assez intéressant pour faire quelque chose d'assez impressionnant dans l'image. Et ça doit aussi pouvoir aider à mélanger les deux foules ensemble si elles n'ont pas été tournées au même moment. Si tu mets une ombre en dessous et que tu rajoutes d'autres personnages au-dessus, t'as l'impression que tout a été tourné en un coup, parce que le fait de superposer les ombres et les personnages en même temps, ça donne l'impression que tout est là dans la même pièce en fait. À nouveau, un très joli plan avec silhouette, très beau ciel qui se reflète du coup dans le sol, qui est une surface assez réfléchissante et qui du coup habille le décor et permet de continuer à détourer la silhouette là où une surface mate n'aurait pas permis de vraiment voir grand chose en dehors de ce qui est devant la fenêtre, pile poil. À nouveau, un film aurait pu se mettre un peu plus éloigner un peu plus la caméra, montrer une deuxième fenêtre ou une troisième fenêtre, un truc dans ce genre-là, mais ça rend déjà très bien ici, et à vrai dire, si c'était du vrai scope, ils auraient pu le refermer un petit peu, et ça aurait rendu quelque chose d'un peu plus large limite, que là, avec ce 2.0 qui te fait sentir que c'est un peu limité sur les côtés du coup du décor. Il n'y a pas forcément besoin de ce qui est au-dessus, là, du rideau et
il y a des espèces de stores verticaux plutôt sur le côté qui sont pas forcément très utiles au plan et du coup on aurait pu recadrer ça et juste prendre le personnage en plein pied pour que le personnage occupe tout le cadre. Alors ça du coup j'arrive pas à savoir, dans le nouveau teaser j'ai l'impression qu'ils ont plusieurs vaisseaux qui ont cette forme-là, cette forme de cercle. Au début quand j'avais juste vu celle-ci j'avais cru que c'était ce vaisseau-là qui créait les espèces de trous noirs, d'anomalies là qui sont qu'on voit tout à la fin du trailer, mais le fait en tout cas de cadrer la planète juste au milieu du coup de son truc, ça donne l'idée que bah c'est sa cible, que c'est ce qui va attaquer du coup. Et donc c'est un plan qui a pas mal de sens et qui est plutôt intéressant. Et encore une fois, vous voyez au niveau des effets spéciaux, on essaie quand même de garder un truc qui est plutôt dans l'ombre dans ce plan-là et on le découpe principalement avec la silhouette qui permet de faire l'éclairage du soleil qui vraiment dessine à peine les contours du vaisseau. Le petit champ contre champ en plongée et contre-plongée, donc la contre-plongée sur l'empereur pour marquer sa domination et son pouvoir, sur le professeur qui lui est filmé à hauteur d'yeux ou en légère plongée pour montrer que du coup il est dominé par l'empereur et qu'il est impuissant par rapport à lui, parce qu'évidemment il n'a aucun pouvoir par rapport à un empereur. Je me demande si du coup ça c'est pas le même plan que le tout début où le professeur est en train de parler avec la jeune femme. Parce qu'on retrouve l'ambiance plutôt bleue derrière lui, une ambiance plutôt verte en général, vert marron. Dans le reste de la pièce, il y a le garde qui est derrière la nana, donc qui serait présent dans les autres plans. On a donc un décor qui est plutôt intéressant au niveau du bureau du professeur, a priori je pense. Cette bibliothèque ancienne là, qui est sous verre derrière, avec son propre petit éclairage pour montrer que c'est un personnage qui a un respect pour le passé notamment, donc il met en avant dans la pièce principale qui le représente quelque chose qui représente ça, un rapport avec le passé et avec la sagesse en général. On a quand même du coup une pièce qui est assez sombre, mais avec un beau puits de lumière qui arrive depuis une sorte de grande fenêtre, de grande ouverture, qui est pile poil centré sur le bureau, donc du coup on a quelque chose qui est très centré au niveau de la pièce, même si le cadre lui n'est pas centré. La pièce, elle, est très bien centrée, très bien composée. Les petites bandes blanches là sur le sol, sans doute pour qu'on voit quand même le décor dans l'ombre, parce que vu que c'est une surface réfléchissante mais qu'il y a beaucoup d'ombre à réfléchir dans la pièce, on aurait pu très vite voir le sol disparaître. Là du coup avec ces petites bandes blanches, ça permet de faire un truc qui est un peu futuriste. Tu sais pas trop pourquoi il y a des bandes blanches par terre, mais ça fait un peu futuriste sans doute. Et en même temps ça permet de rappeler que ce sol et ce décor existent dans le reste du décor, qui sinon aurait été un petit peu terne et vide, quoi, on va dire. Et donc on a une opposition entre une lumière un peu bleutée qui semble venir de l'extérieur et une lumière plus jaunâtre qui semble venir de l'intérieur avec toutes ces bougies, et donc du coup, comme la lumière qui vient du soleil est beaucoup plus forte, elle est bleue, et les bougies sont beaucoup plus faibles, et donc elles sont jaune orangé. Le bureau fait très vide quand même. Je sais que c'est censé être sobre parce que c'est juste une grande plaque je sais pas, de marbre ou de je ne sais quelle substance, et le monolithe de 2001. Mais c'est vrai que le bureau fait pas très aménagé quand même, ça fait un peu vide. Mais j'aime bien le fait qu'il ait quand même quelques bouquins sur le bord de sa table qui sont bien organisés, mais qui mettent un peu de vie, du coup un peu de relief, un peu de bordel dans ce truc qui est très clinique, quoi. Là, un autre personnage afro-américain qui est un peu entouré de vert, j'arrive pas à savoir si la meuf est la même que celle qu'on a dans le reste de la scène, parce que on n'a pas trop vu ses cheveux et le reste de son visage, donc je sais pas encore trop la reconnaître. Peut-être que c'est elle, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, elle est beaucoup entourée de quelque chose qui est... Si c'est elle, elle est beaucoup entourée de choses qui sont très vertes. Et si ce n'est pas elle, du coup, je ne sais pas. Le mec, c'est celui qu'on a vu regarder les débris, du coup, à je ne sais quelle fenêtre. Peut-être que lui aussi sera, par exemple, un des héros d'un des chapitres, d'une des histoires, d'un des épisodes. Les ennemis, donc sans doute les soldats de l'Empire, dont on montre qu'ils sont méchants, évidemment, parce qu'ils sont entièrement noirs. Le côté casque, avec des lignes un peu partout pour qu'on voit à peine où sont censés se situer les yeux, par exemple. On suppose qu'ils doivent plutôt être au niveau de la deuxième ligne que de la première, et pourtant la première a l'air d'être une visière. Ça permet du coup de déshumaniser un peu leur visage, et ça permet de les rendre assez sombres, ce qui est aidé aussi également par cette luminosité qui est donc assez faible. Quelques petites lumières qui viennent du coup du pourtour là du côté, mais justement ça ne suffit pas, et beaucoup de choses sont très sombres. Et encore une fois une profondeur de champ qui est assez réduite, sans doute encore une fois pour aider un petit peu au niveau du budget, camoufler sans doute certains détails, mais la profondeur de champ est à nouveau très restreinte. Donc là du coup le personnage semble être emprisonné ou je ne sais quoi, condamné à quelque chose, et donc grosse plongée du coup sur elle pour montrer qu'elle est complètement dépassée. Elle regarde en plus vers le ciel, donc je ne sais pas ce qui lui tombe dessus, mais gros travail de la plongée du coup pour montrer à quel point le personnage est dominé et pas au contrôle de la situation. Beaucoup d'ombre aussi autour d'elle, donc sans doute qu'il se passe quelque chose d'assez sombre. Là, un très joli plan zénital sur le bureau donc du professeur qui manifestement s'est un peu fait éclater. Quelqu'un n'est pas très content de ce qui s'est passé. On a détruit du coup ses bouquins manifestement. Je sais pas qui ou quoi. Est-ce que c'est un événement naturel, est-ce que c'est quelqu'un qui l'a fait volontairement, mais manifestement une bonne partie des bouquins a été brûlée, déchirée, etc. Donc sans doute des tentatives d'intimidation de la part de l'Empire. Ça rend très bien du coup ce plan avec un zénital. Par contre, comme vous pouvez le voir,
c'est assez difficile, même avec des bons objectifs et même avec des vrais professionnels, d'avoir des lignes qui restent bien parallèles avec les côtés de l'image. Là, ce plan-là, on aurait sans doute bossé un petit peu plus s'il avait été fait en cinéma, pour être parfaitement sûr que ce soit bien aligné au niveau des côtés, au niveau des lignes. Et ça fait un petit peu moins parallèle que ça aurait dû le faire si on avait fait le truc correctement. Mais sinon, le plan aurait très bien rendu avec un zénithal comme ça, assez direct, assez parfait, avec le bureau qui devient vraiment un rectangle tout plat. Et puis on a du coup un travail de texture aussi un peu différent, parce qu'on a pas mal de débris sur le sol. Donc ça change un petit peu de la surface du bureau qui elle est toute lisse. Donc là on enchaîne 2 scènes, alors il n'y a pas beaucoup de détails donc je vais pas vraiment me prononcer un peu plus, mais 2 scènes qui ont des tonalités vraiment inversées. Il y en a une qui est tout à fait bleue et l'autre qui est jaune verdâtre. J'ai toujours un petit doute parfois avec certaines teintes, mais un petit mélange entre quelque chose d'assez jaune et d'assez verdâtre, un petit peu Jean-Pierre Jeunet du coup dans cette scène qui est sous l'eau. La scène qui est plutôt bleutée se déroule plutôt de nuit, donc ça reste assez logique. Là pour le coup ce jaune verdâtre, je sais pas trop d'où il sort. Et donc là on a un plan qui fait vraiment très très graphique, encore une fois ça me rappelle vachement l'Incal, avec du coup cette sorte de machine ou de vaisseau, je ne sais pas, qui fait une pyramide coupée au milieu et inversée, avec une énorme lumière au milieu, et je sais pas si c'est la lumière du soleil ou si c'est la machine elle-même qui provoque du coup cette lumière. Avec en plus cette espèce de petit monticule ou de montagne qui a l'air de monter dessus. Il y a quelque chose de très mystique, limite religieux du coup dans ce truc-là. Je sais pas ce que c'est exactement, mais ça peut être... c'est un décor qui a beaucoup de gueule. Et qui fait ressentir pas mal de puissance et de pouvoir. Passons du coup maintenant au nouveau teaser, celui qui vient de sortir. Donc là, un petit plan zénithal assez intéressant, qui est quand même assez large et qui est quand même assez loin du personnage. On voit que les murs, du coup, montent très très loin autour de lui. Je sais pas si c'est des voilures ou des trucs dans ce genre-là. Mais ça me paraît quand même un petit peu restreint, à nouveau, par rapport à ce que pourrait être un décor, du coup, qui vient d'un empire. Pourquoi un plan zénithal comme ça? Je ne saurais pas dire exactement dans cette situation. Là, du coup, un plan qui est assez intéressant parce qu'on a énormément de travail de lignes droites, verticales, une ouverture qui est un peu asymétrique, notamment par rapport à l'angle de vue que nous on a. Je suppose que le truc lui-même n'est pas aussi asymétrique que ça, mais l'angle sur lequel on tombe, nous, est un peu asymétrique. Notamment parce qu'ils veulent mettre le fœtus de l'empereur, je suppose, vraiment au centre, et du coup tout est centré sur lui et non pas sur le décor en général. Ça attire du coup notre regard à nous sur ce fœtus-là en particulier, plutôt que sur le deuxième ou sur l'ensemble de l'aquarium. Et puis on a du coup un travail de la lumière qui est assez intéressant, parce qu'on a une lumière qui doit venir du côté là de quelque part, qui est principalement là pour faire des ombres et marquer les reliefs du coup des murs qui sont autour, mais qui sont faites spécifiquement pour être moins clairs que les fœtus, histoire à nouveau que les fœtus attirent notre regard plus que le reste du décor. Et puis on a des petits reflets d'eau, je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau qui devrait couler dans ce truc-là, ou si c'est une cave, une grotte, c'est quand même, ça fuit un petit peu votre endroit de clonage ultra futuriste, mais c'est sans doute aussi pour trouver une certaine mystique ou un truc dans ce genre-là, je sais pas. Un changement de point du coup sur l'arrivée du personnage, sur l'arrivée de l'empereur a priori, et comme on passe du coup de l'empereur jeune à l'empereur vieux, c'est comme si le personnage venait, métaphoriquement, figurativement, venait de vieillir avec le changement de point en fait. On est parti de lui enfant, on change le point et on arrive sur lui vieux, et donc on l'a de sa naissance à sa quasi-mort finalement. C'est quelque chose qui est assez intéressant en termes de mise en scène à nouveau. Dans le plan suivant, on a du coup une contre-plongée qui montre que même en état de bébé finalement, il est au-dessus de cette personne, je sais pas si c'est son impératrice. Même dans cette situation-là, il domine en fait tout le monde, il est pas juste à hauteur de Dieu, il est quand même au-dessus de tout le monde. Là c'est joli du coup ce petit montage qu'il montre quasi dans le même plan à chaque fois, mais à différentes étapes de sa vie, donc bébé, enfant, ado, adulte et ensuite vieux. Pour le coup les acteurs se ressemblent bien, donc tu sens bien une progression dans l'âge. Joli effort de casting du coup à ce niveau-là notamment. Et là ce qui est intéressant sur ce plan, c'est qu'il est pas tout à fait centré, il est très légèrement décalé sur la gauche, ce qui chez Shyamalan pourrait être un indice de méchanceté du coup. Là pour le coup je saurais pas dire exactement pourquoi dans cette réalisation là. Il y a clairement un choix dans le fait qu'il soit pas parfaitement centré du coup, ni au niveau du visage ni au niveau du cadre. Ouais, donc là on a un deuxième plan sur cette procession funèbre je pense, et quand même ça manque un petit peu de figurants. Et là typiquement vous voyez on a eu le gros plan zénithal avant sur les deux parties de la foule. Sur ce plan-là, vous pouvez être sûr qu'il y a maximum 2 rangées de figurants derrière lesquels passe la caméra, au lieu d'avoir du coup tout le reste, pour que le maximum de figurants puisse être dans le fond et dans l'autre colonne. Mais même comme ça, même avec cette astuce-là, comme ils ont été obligés de plus les étaler, parce que le plan a un champ de vision plus large, tu vois
qu'il y a moins de gens dans le public de cette procession. Il y avait 3-4 lignes de profondeur de personnes qui regardaient dans le plan zénithal. Là, il y en a maximum 3, quoi. Grand maxi 3. Donc voilà, à nouveau, encore une fois, les petites astuces pour essayer de se débrouiller avec moins de moyens quand on fait une production qui est 10 fois plus grosse. Ça, j'arrive pas à savoir, c'est une mosaïque ou c'est une peinture? Je suppose que ça doit être un peu entre les deux, mais je suis pas sûr et certain duquel c'est. Là, du coup, avec la position de pouvoir de l'empereur, cadre particulièrement centré, parce que ça transcrit une sensation de grandiose et de pouvoir. Le fait d'avoir quelque chose de très centré, ça donne une sensation de puissance, mais c'est quand même très légèrement excentré. Vous voyez qu'on a un tout petit peu plus de l'angle de la porte là derrière le fauteuil du petit empereur par rapport au fauteuil du vieil empereur. Et puis on a du coup soit la mère, soit la femme, soit je sais pas trop qui est à côté du jeune empereur, qui fait que le cadre n'est pas parfaitement symétrique. Puis il y a également la tenue du jeune empereur qui est beaucoup plus claire du coup que les autres. C'est un peu pareil avec ce gros plan là sur l'empereur, il n'est pas parfaitement centré par rapport à son propre dossier et au dossier des 2 autres fauteuils qui sont sur le côté. C'est pas parfaitement centré et symétrique. Donc peut-être pour sentir que justement l'empire commence à se barrer en couille, donc c'est presque centré mais pas exactement ça, je sais pas. Là, c'est intéressant parce qu'on a une contre-plongée sur celle qui est, je pense, l'impératrice, une version peut-être plus jeune dans celle-ci. Et malgré tout, on travaille quand même à ce qu'elle soit pas vraiment en position de dominance. Il y a notamment la profondeur de champ assez réduite, donc qui fait disparaître tout le décor qui est derrière elle. Mais en même temps, le fait que ce décor soit principalement composé de lignes qui se croisent notamment derrière elle, et donc ce qui fait un petit peu barreau qui l'enferme. Donc bien qu'elle soit un peu en contre-plongée, elle n'est pas en position de dominance absolue. Et puis il y a aussi beaucoup d'ombre, donc ce qui peut aussi aider à rendre ce sentiment. Ouais, donc les vaisseaux que j'ai vus dont on parlait tout à l'heure avec le vaisseau qui met la Terre bien au milieu, c'est peut-être pas ces vaisseaux-là parce que eux ils ont l'air d'avoir plusieurs anneaux à l'intérieur de leur trou principal, et puis certains qui sont vraiment perpendiculaires au truc et qui passent en plein milieu. Donc ça doit être une autre arme différente, une espèce d'arme ultime, l'autre vaisseau qu'on a vu et qui mettait la planète pile poil au milieu de son truc. Ici, typiquement, le genre d'astuce qui a pu être utilisé, c'est plusieurs fois le même. Comme tous les vaisseaux font face au même truc, ils les prennent, ils les réduisent, ils les mettent un peu partout en composition dans Photoshop. Et du coup, on fait sentir le côté imposant de cette armée, même s'il n'y a pas énormément de vaisseaux à l'écran, là, pour le coup. On le fait sentir avec le fait que certains soient beaucoup plus gros dans l'image, dont un qui est juste en bord de cadre. Donc ça fait sentir quand même qu'il y a quelque chose d'assez mastoc et massif qui est en train de leur débarquer sur la gueule. Même technique ici, sans doute avec un petit effet pour ajouter un petit peu de lumière sur certains trucs par rapport au projectile. Et encore une fois qu'on est sur Terre, beaucoup d'ombre et beaucoup de fumée pour essayer de camoufler le maximum de trucs et de pas avoir à faire des effets spéciaux trop détaillés, trop précis. On peut les camoufler derrière pas mal d'ombre, pas mal de fumée, comme je viens de le dire. Avec malgré tout quelques lumières particulièrement visibles dans certains trucs pour qu'on puisse les distinguer correctement. Mais grosso modo, on essaie de faire quelque chose qui soit pas trop précis et trop complexe, qu'on soit pas obligé de faire trop en détail. C'est intéressant, là, ce mec semble être de la même espèce, ou de la même ethnie, ou de je sais pas trop quoi, qui a les mêmes maquillages, les mêmes 3 petits points que l'héroïne qu'on a vu donc dans le teaser précédent, et il est lui-même entouré d'une ambiance extrêmement verte, et rehaussé d'un petit peu de jaune, donc j'ai vraiment l'impression que le vert c'est quelque chose qui entoure pas mal cette caste-là notamment. Je sais pas ce qu'ils représentent, mais manifestement ils sont vachement entourés de choses vertes et un petit peu redressés du coup par une lumière un peu plus chaude. Je pense qu'ils doivent être beaucoup entourés de bougies ou de trucs dans ce genre-là, ou c'est peut-être juste le feu qui est à côté d'eux. Mais il y a quelque chose par rapport aux ambiances vertes et jaunes avec cette caste qui est cassée, ce petit maquillage en 3 points là. Et il semble d'ailleurs être plutôt satisfait de sa position, et vous voyez que la contre-plongée est en train de petit à petit d'arriver à hauteur d'yeux. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'il avait prédit, quelque chose qu'il voulait, je sais pas, un truc dans ce genre-là. Là encore, typiquement, un plan qu'on peut faire bouger avec un léger panoramique, mais a priori, tout ça doit être une matte painting avec juste un rendu qui a été fait sous un angle particulier, et on se sert du coup de ce petit mouvement de caméra un peu virtuel sur une plaque 2D finalement, quoi, pour donner un sentiment de mouvement dans l'image. Mais pour le faire à moindre coût, si on avait dû faire le truc entièrement en 3D, ça aurait été plus compliqué de calculer les différentes étapes d'une caméra qui se rapprocherait par exemple et qui changerait la perspective. Là du coup tu peux faire juste un rendu et ensuite c'est au monteur à peu près quasiment de faire le plan. Et on rend du coup la puissance de l'empereur en mettant sa statue en contre-plongée comme ça, au-dessus, en train de dominer les bâtiments. Je suppose que ça doit être le bâtiment de l'empereur sans doute, le truc qu'on voit là. Et le tout filmé de nuit, encore une fois, parce que des plans dans l'obscurité, des plans de nuit, c'est beaucoup plus simple à faire au niveau de trucage et effets spéciaux. Genre toute la circulation là qui est derrière, tu peux mettre exactement le même PNG de la même bagnole avec juste une petite lumière au-dessus du truc, et ça te fait une circulation, alors que si tu devais le faire de plein jour, tu devrais faire des véhicules un peu différents pour que ça se voit que c'est pas
une répétition du même modèle dans le fond, etc., même à cette distance-là. Donc encore une fois, quelques astuces pour faire en sorte que ce soit moins cher tout en montrant quelque chose d'impressionnant. C'est quand même une mégapole de science-fiction, il y a une statue d'empereur, etc. Ah oui, donc j'avais bien déduit, c'est une bibliothèque ce décor, du coup. Et on retrouve du coup une lumière un petit peu jaune là qui vient du côté. Peut-être que le jaune symbolise une certaine sagesse, ou un truc dans ce genre-là, je sais pas du tout, hein. Peut-être qu'il n'y a pas du tout de code couleur à ce niveau-là dans la série, c'est juste une hypothèse. Et ça donne l'impression qu'il y a une couverture un peu dorée, du coup la lumière jaune, c'est comme, ça les rend un peu précieux, peut-être, je dirais. Ici, à nouveau, un changement de point entre différentes étapes de vieillesse de l'empereur, entre le vieil empereur, l'empereur adulte, et puis l'empereur ado qui a l'air d'être au fond, derrière, c'est plus l'enfant, manifestement. Donc comme quoi, effectivement, la série va, a priori, comme les bouquins, faire des gros sauts dans le temps, et on n'aura pas toujours le même casting ou les mêmes personnes, même si là, du coup, ils s'en sortent avec le côté clone, mais on aura sans doute, du coup, des gros sauts dans le temps, d'un épisode à l'autre, et on va donc a priori suivre l'histoire telle qu'elle se développe dans les bouquins eux-mêmes, quoi. Ils ont dit qu'ils avaient fait un truc de ouf, hein, genre ils voulaient que ça finisse en 80 épisodes ou un truc dans ce genre-là, et donc chaque épisode avec une époque différente et des héros un peu différents a priori. C'est un gros dos quand même. Pas sûr qu'à l'heure actuelle, une seule série de Netflix ait atteint les 80 épisodes. Parce que déjà ils font pas des saisons de 20 épisodes, donc ça peut pas se faire aussi rapidement que ça, sinon ça serait fait en 4 saisons. Mais je suis pas sûr, il faudrait qu'ils aient fait 8 saisons de 10 épisodes. Orange is the New Black peut-être, la seule série qu'ils auraient pu faire, qui aurait pu atteindre ce niveau-là. Mais ouais, produire 80 épisodes, c'est pas rien, même en VOD comme ça, c'est pas un petit truc quoi, comme prévision de taille de projet. Ici encore, on retrouve l'opposition entre une lumière un peu bleutée qui vient de la nuit, de l'aube, et puis surtout de la neige. La neige elle-même peut avoir des reflets, des couleurs un peu bleutées, et puis le orange du coup qui débarque avec l'aube au fond du ciel. On retrouve d'ailleurs le vaisseau qui a récupéré l'héroïne afro-américaine de sa pagode, là, enfin de sa traversée du coup de l'océan. Je sais pas s'il va la chercher ou s'il l'amène quelque part. Là, si vous regardez bien, je pense que c'est pareil. Je suis presque sûr que c'est un rendu 2D. Et qu'il y a que les deux immeubles sur le côté, avec quelques petits figurants là qui sont en silhouette pour donner le sentiment de grandiose du coup du truc, en plus de la circulation par exemple qu'on voit aussi sur les côtés. Je suis presque sûr qu'il y a que ces deux tours qui sont sur les bords de l'image, qui sont en 3D pour donner le sentiment de perspective, mais le reste des décors est tellement loin que tu peux t'en sortir en mettant juste un rendu général du truc, et jouer sur la perspective du premier plan pour donner l'impression qu'il y a une perspective sur tout le reste du décor. C'est quelque chose qu'on faisait beaucoup, notamment quand on faisait des feuilles qui faisaient des découvertes, du coup, soit au théâtre, soit au cinéma au fur et à mesure. On avait souvent, du coup, une découverte ou une feuille qui faisait quelque chose en 2D, mais qui donnait l'impression que c'était en 3D parce que le décor dans lequel nous on était en 3D. C'est quelque chose qui marche de moins en moins malgré tout, qui est assez casse-gueule parce que sous certains angles, la stratégie est complètement pétée et ça se voit. Mais là pour le coup ça rend plutôt pas mal et ça permet de faire du coup un rendu sur une vaste ville, un empire gigantesque, sans doute à moindre frais également. Ici on a un gros changement d'ambiance de lumière pour le coup, quelque chose qu'on n'a pas trop vu dans le reste de ces teasers pour l'instant, mais là c'est beaucoup plus lumineux pour le coup, et on voit du coup vachement bien le production design ici avec ce côté pour faire trap SF, on fait encore difficilement mieux que ces grands murs de béton cirés ou polis ou je ne sais pas, ou coffrés, n'importe lequel. Coffret ça se verra un peu plus, là ça doit être du poli ou du ciré. C'est des choses qui font quand même très science-fiction, ce genre d'architecture avec des grands blocs de béton gigantesques. On a une belle ouverture sur le côté du coup qui permet de rapporter de la lumière et qui est cadrée, qui est surcadrée à l'intérieur entre deux autres colonnes, entre deux autres pylônes derrière lui là. Et puis il y a un petit truc dans le couloir avec une sorte de plaque qui doit avoir une bande de néon sur le côté. Je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est censé être un truc un terminal informatique de SF ou un truc dans ce genre-là? C'est un peu particulier, mais ça rajoute à nouveau un peu de texture, un peu de détail dans le décor pour essayer d'éviter qu'il fasse trop vide non plus, quoi. Une espèce de store vénitien là sur cette très grande fenêtre blanche qui est à côté. C'est intéressant d'avoir rajouté ce petit morceau de bois comme ça au milieu. C'est quelque chose qui fait plus naturel et un peu noble aussi. Au milieu de quelque chose qui fait vachement froid et un petit peu inhumain. Du fait que ce soit une construction humaine justement avec du béton qui est pas une matière ou une texture que tu retrouves naturellement dans la nature, quoi. Ici aussi justement d'ailleurs on retrouve un mélange de panneaux de bois qui font un petit peu noble, un petit peu riche, et ces surfaces de béton cirées ou polies ou je ne sais pas trop quoi, qui font du coup ce côté très science-fiction avec des lumières un peu space pour faire science-fiction aussi. Et je sais pas si c'est un hologramme ou si c'est vraiment une matière qui peut projeter du coup des formes comme ça dans l'espace qu'elle regarde, mais c'est assez joli au niveau effets spéciaux, sans être trop complexe non plus. Donc là je suppose qu'on est dans le même décor. À nouveau on s'amuse à surcadrer, à mettre dans les mêmes ouvertures les fenêtres qui sont derrière. On a une profondeur de champ à nouveau très réduite, qui est vraiment concentrée sur le personnage qui est en train de parler.
Et elle, du coup, est entourée d'une robe qui m'a l'air jaune, mais du coup, j'ai tellement parlé du fait qu'elle soit associée au vert que je me demande s'il n'y a pas un petit côté verdâtre truc, mais ça a l'air plutôt jaune la tenue qu'elle porte, au-dessus d'une tenue bleue qui ressemble un peu à celle que portent toutes les autres personnes. Je sais pas, c'était la tenue standard du futur. Très uniformisé niveau couleur, manifestement. Le bleu est la couleur de l'empereur, du coup. Donc peut-être que c'est pour ça, justement, qu'il y a autant de choses qui sont en bleu. C'est manifestement, c'est une couleur qui entoure l'empereur et sa cour proche. Donc c'est peut-être pour ça que tous les costumes sont un peu bleutés. Parce que c'est imposé par l'empereur, finalement. J'aime beaucoup le bleu, dit l'empereur. Et à nouveau, c'est un des rares lieux où ils sont vraiment très bien éclairés, quoi. Il n'y a pas juste un côté, un truc un peu dans l'ombre, etc. Non, ça a l'air vraiment très lumineux un peu partout. Là, du coup, un très joli plan. Est-ce que c'est le même pylône qu'on a vu au début de l'autre teaser, qui est en train de s'effondrer, parce qu'il a exactement la même forme et tout, qui est en train de s'effondrer sur la ville de l'Empire, ou un truc dans ce genre-là? Peut-être un attentat terroriste, ou un truc dans ce genre. Le filmer, du coup, dessus en zénithal, ça aide aussi pas mal à rendre le truc. Encore une fois, t'as surtout un rendu de la ville à faire en particulier, et puis tu peux mettre juste suffisamment de vrais bâtiments spécifiquement là où le pylône va tomber pour créer les destructions, et puis après les nuages vont se permettre, et les débris vont se permettre de combler tout le reste. Tu peux te permettre de faire un truc qui est un petit peu moins cher niveau et moins long à faire au niveau effets spéciaux. Mais pour le coup, ça c'est un des plans qui est vachement impressionnant et qui est vachement cool à voir dans une série télé, quoi. C'est le genre de plan, il y a quelques années, ça aurait vraiment été impensable de faire un truc pareil dans une série télé classique. Je parle de série télé parce que la VOD est considérée comme une série télé. C'est principalement considéré comme une diffusion à la télévision, même si on peut y accéder sur ordinateur, etc. Et si vous regardez au début des génériques, c'est marqué écrit pour la télévision par et le nom du scénariste. C'est vraiment considéré légalement comme de la télévision, la VOD. Donc c'est pour ça, c'est pas méprisant par rapport à la VOD, c'est vraiment parce que c'est pensé comme ça, quoi. Là aussi, un plan qui est très joli. On aurait pu faire le même, limite dans un film. C'est pas forcément restreint par rapport à ce que ça pourrait être. Il y a peut-être un peu moins de foule que ce qu'on a mis dans un film. Ils ont peut-être plus répartis du coup sur une surface un peu plus large, ou alors encore une fois ils ont tourné plusieurs passes avec plusieurs personnes différentes, mais comme il y a des reflets chiants sur le sol et tout, je me demande si c'est pas plutôt juste fait en un coup. Les petits alignements de lumière comme ça permet de bien faire ressortir les perspectives, les points de fuite. On voit très bien que ça se relie du coup au milieu. Et le plan est très symétrique avec le bâtiment qui est derrière, qui semble être le bâtiment de l'Empire ou un truc dans ce genre-là. J'ai l'impression que là, on est en train de voir la chute de l'Empire ou la chute de la grande tour justement qu'on a vu dans le plan d'avant. Et le niveau de grandiose et de destruction, pour le coup, là, il est très bien rendu. Là, j'ai pas grand-chose à dire par rapport au fait que ce soit une série télé. Là, ça fait limite plan cinéma, quoi. Ici, un décor qui a une petite ambiance un peu mandalorienne, je dirais. Ville un petit peu futuriste, alien, avec quelques vaisseaux un peu rouillés partout. Le futur usé, comme on en parle dans Star Wars, justement, montrer que c'est un futur, mais que c'est un futur qui a déjà un peu vécu aussi. Peut-être aussi une zone plus pauvre de l'Empire, ou quelconque, où les gens habitent. Peut-être une planète, c'est ce que je veux dire. À nouveau, une profondeur de champ assez réduite. Sans doute à nouveau pour aider à la post-production, mais aussi simplement parce que c'est plus sûr d'habiller, d'être sûr d'avoir un champ assez restreint duquel s'occuper quand on filme. Quand on fait une série, étant donné qu'il faut qu'on filme plus de choses en une journée. Pour ceux qui savent pas, il faut tourner à peu près 2 ou 2 minutes 30 de films exploitables, c'est-à-dire post-montage. Il faut qu'on ait 2 minutes 30 à la fin de la journée. Ça veut dire qu'on a tourné grosso modo 1 heure de plan avec le gros plan pour ce personnage, le gros plan pour ce personnage, le master avec l'ensemble de la scène et de l'action qui est filmée avec le plan le plus large possible pour pouvoir y couper régulièrement si jamais on a un souci. Et en série télé, on doit tourner entre 7 et 10 voire plus de minutes que ça, quoi, sur certaines séries qui demandent vraiment de produire très très rapidement. Donc si on peut avoir à se préoccuper de moins de choses dans le décor, c'est un peu plus facile. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des bouteilles en plastique et des cups de Starbucks dans des décors de Game of Thrones par exemple. C'est que quand t'es obligé de faire vite, bah, des fois tu peux pas faire attention à tous les détails de l'image. Donc moins t'as besoin de faire de détails, notamment par exemple en le mettant dans le flou, mieux c'est au niveau de la production d'une série. Là encore une fois, le plan aurait pu être beaucoup plus large si on était au cinéma pour le coup, on aurait eu plus de figurants en costume, et donc du coup on aurait pu se permettre d'avoir un plan un peu plus large, ou d'avoir une foule un peu plus compacte ici, mais on a réduit ça avec du coup un tournage quasi en silhouette, en les opposant du coup au ciel qui est beaucoup plus clair, et puis quelque chose qui est beaucoup plus proche du sol, et avec un champ de vision pas trop large non plus, assez large mais pas trop large non plus,
J'aime bien du coup la forme du vaisseau là qui est derrière, ou je sais pas si c'est un vaisseau ou si c'est une borne, un truc dans ce genre là, mais ça fait une forme qui est très futuriste pour le coup et qui marche très très bien. Là on passe en gros plan sur le personnage qui fait les guerres seront sans fin, etc. Donc pour mettre un coup de pression pour montrer qu'il est en train de dire quelque chose qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus important. Là on doit avoir une situation qui d'après l'éclairage doit être très tendue, parce que du coup il y a une partie de son visage qui est entièrement dans l'ombre et l'autre qui est vachement éclairée, donc on doit être à un moment clé où soit elle arrive à agir pour changer le futur, soit elle a échoué à son affaire et du coup on sait pas ce qui va devoir se passer la prochaine fois, quoi. Je pense que c'est pour ça que l'éclairage est aussi contrasté entre les deux parties de son visage sur cette scène-là, c'est parce que il y a vraiment quelque chose, ça passe ou ça casse à ce niveau-là. À nouveau un moyen de faire quelque chose qui a un petit peu de gueule sans avoir à trop dépenser non plus. On éclaire extrêmement peu le décor, quasi tout est en silhouette, si ce n'est les quelques parties sur lesquelles on a foutu de la neige et sur lesquelles la lumière tape un tout petit peu. Mais du coup ça c'est un moyen de faire un décor qui a de la gueule sans avoir à côté des briques non plus, quoi. C'est le genre de petite astuce. Donc du coup ouais, petit éclairage par un néon au-dessus là, et puis le faisceau du coup de la lampe torche qui devient vachement puissant. Je sais pas quelle lampe torche ils utilisent, ils doivent faire comme X-Files qui ils avaient acheté des lampes torches qui font des trucs qui sont des faisceaux qui sont ultra puissants alors que c'est une toute petite lampe torche. Ça avait commencé à se développer à peu près à ce moment-là. Je trouve ça impressionnant comme à quel point ils arrivent à faire se distinguer un faisceau de lampe torche dans un décor qui à la base est assez sombre aussi. Avant, ça se voyait pas du tout les faisceaux de lampe torche tellement c'était faible. Et puis du coup, tu rajoutes un petit peu de poussière ou de neige ou je sais pas trop quoi pour que ça fasse un petit peu plus grandiose, un peu plus de production value, quoi. L'impression que le budget se sente un peu plus parce que tu rajoutes un détail avec des perturbations atmosphériques. Donc ça, encore une fois, je suis pas sûr à 100%. Je vois qu'ils ont tous des costumes bleus à nouveau. C'est peut-être des trucs par rapport à l'Empire, mais ça a l'air d'être du coup un groupe de personnes de partisans, quoi, de la théorie du professeur. Ça a l'air d'être la planète de glace où la nana attend ce qu'on a vu dans le teaser, le premier teaser. Donc peut-être qu'elle garde le centre où il y a l'hologramme du professeur et que eux viennent du coup en pèlerinage voir ce qui se passe dedans, je sais pas. Et peut-être du coup que cet homme est un des héros qui sera là pour un des épisodes par exemple. Je vous dis encore une fois, peut-être que ça va être leur solution, ils vont changer de héros à chaque épisode et donc proposer un nouvel acteur principal à chaque fois. On voit qu'ils ont des soldats avec des masques qui sont assez différents du coup de ce qu'on a vu dans le premier teaser avec ce qui devait être les soldats de l'Empire. Là, ça a plus l'air d'être soldats qui sont plus cool parce qu'on voit un peu plus leurs caractéristiques de visage. J'ai l'impression qu'on voit les yeux et le nez dépassé là du mec qui est derrière. Donc du coup, ça leur met un masque tout en les laissant un peu plus humains que du coup les soldats de l'Empire qui sont complètement déshumanisés, qui n'ont plus de visage du tout. Et du coup, il y a une lumière très vive sur ces personnages qui semblent aussi très jaunes et s'ils sont liés à un certain savoir, notamment sans doute le savoir du scientifique, peut-être que la lumière jaune a ce sens-là du coup dans l'histoire. Là, c'est intéressant parce que je parlais du fait que l'Empire soit très centré du coup dans les plans précédents, et là manifestement ça va être un révolutionnaire contre l'Empire qui est en place. Et lui, pour le coup, est beaucoup plus centré dans ce plan que ne l'est l'empereur dans sa propre salle du trône. Donc il y a sans doute un sens au fait que lui soit mieux centré au milieu du truc, sans doute que du coup sa solution à lui est plus juste, meilleure, je ne sais pas exactement. Mais il y a sans doute une raison au fait que ce plan-là soit beaucoup plus symétrique que l'autre plan, même s'il y a une meuf là en tenue grise qui modifie la symétrie par rapport à la foule qui est derrière lui. Mais ça peut avoir un sens, qu'ils soient beaucoup plus centrés que ça. Là aussi, un bon moyen de faire un décor qui a un petit peu de gueule, sans avoir à ce qui coûte trop cher. Tu noies ça dans la fumée, tu mets une grosse lumière derrière, et tu laisses le fait que ce soit en silhouette et les grosses explosions faire tout le reste, faire tout l'habillage du truc. Ces gros raies de lumière là qui viennent de l'extérieur. Encore une fois, sur cette phrase-là, il y a manifestement un gros conflit qui se joue, et donc à nouveau, on a une lumière qui est extrêmement contrastée d'un côté à l'autre, un qui est complètement dans l'ombre, un qui est complètement baigné de lumière. Là, un plan rapproché, peut-être du pylône qui est en train de s'effondrer justement, ou qui est en train d'être attaqué, qui doit pas forcément être beaucoup plus chiant à faire, parce que si vous avez déjà vu comment est-ce qu'on fait de la modélisation de 3D, une tour comme ça doit se faire en 2 secondes, notamment parce que t'as besoin de faire un niveau de base, bien détaillé, avec toutes les textures, toutes les lumières, ce qu'il faut, etc. Et ensuite, il y a tout un tas de plugins dans les trucs de 3D qui sont faits exprès pour te reproduire le truc sur plusieurs niveaux. Du coup, c'est pas si compliqué que ça de faire une grande tour comme ça, très bien détaillée. Donc c'est possible que ce plan-là, très rapproché, soit faisable avec un budget pas si onéreux que ça, du coup. Même s'il y a quelques destructions qui ont lieu en fond d'image comme ça, c'est au moins tout le truc est là, et après il y a plus qu'à lancer une simulation de destruction à déclencher au fur et à mesure, quoi. Donc non, pour le coup, ça c'est un plan qui est assez impressionnant et qui pourrait aussi avoir sa place dans un film.
Et puis à nouveau un plan qui joue beaucoup sur un contraste entre le bleu et le jaune, et le jaune donc vient de cette forme pyramidale étrange là, c'est espèce de forme géométrique, je sais pas comment est-ce qu'on est censé appeler un truc comme ça. Du coup, il est possible que le jaune représente une certaine notion de savoir, de noblesse ou de trucs dans ce genre-là, parce que ça revient beaucoup avec les symboles de savoir et de connaissance. Et encore une fois, elle est au-dessus de ce petit monticule là qui est rempli. Là pour le coup, on voit qu'il y a pas mal de, je sais quoi, c'est des tombes, c'est des armes, ils sont par terre. Je comprends pas trop ce que je vois. Mais il y a quelque chose de très mystique dans cet environnement et dans ce décor, et notamment dans ce travail des couleurs. Vous voyez que c'est le jaune est récupéré par la brume qui est au bord du sol. Ça concentre le jaune ici, ça laisse le bleu du coup dans le reste du décor. C'est quelque chose qui est très bien travaillé au niveau de la lumière ici et qui rend très mystique. Avec en plus ce travail de la silhouette sur le personnage. Il y a quelque chose d'assez grandiose dans ce plan-là et dans cette situation. Voilà donc pour cette réaction au nouvel Apple Original Foundation de Isaac Asimov, adapté du roman d'Isaac Asimov, apparemment par un des auteurs qui a bossé sur Batman Begins. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Je pense que ça va être une de mes grosses séries à suivre, notamment en science-fiction cette année. Peut-être qu'il y aura à nouveau une vraie bande-annonce, parce que là on a eu que 2 teasers, celui-ci s'appelle vraiment teaser, mais donc peut-être qu'on aura un truc un peu plus consistant encore qui viendra par la suite. Mais déjà avec ce que j'ai vu là, je pense que oui, j'ai assez envie de voir la série, ça a l'air d'avoir vachement de gueule, et d'être plutôt intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé également. Prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films ou des séries. Ciao!